Donc, bonjour, nous sommes le 11 mai 2021 pour ce cours de roman. Et aujourd'hui, on va discuter les nouveaux romans et les cas de Nathalie Sarraute. Les livres choisis ici, c'est Tropisme, le premier livre, je ne sais pas si je peux l'appeler un roman, de Nathalie Sarraute. Et avant d'entrer dans cette discussion sur les nouveaux romans et Nathalie Sarraute, j'ai quelques mots à dire par rapport aux activités. Et en fait, je voudrais vous entendre, vous écouter aussi, mais je pense que c'est encore faisable parce que, comme vous savez, le semestre, vraiment, il finit le 28. Mais notre calendrier demande que les cours aillent jusqu'au 20 ou le 21 mai. Donc, nous avons une semaine de plus dans les calendriers du semestre. Donc, je voudrais maintenir les trois activités manquantes, mais je vais vous donner un peu plus des temps, donc vous pouvez me rendre ces activités jusqu'au 24, quelque chose comme ça, 24, 25. Et comme je vous ai expliqué aussi il y a une semaine ou deux, les activités, les prochaines activités concernant, même concernant les romans en soumission et le roman de Sarraute et le récit autobiographique de Annie Ernaux, je vais vous demander des activités plus simples que celles de chansons douces. Donc, par exemple, pour soumission, je vais vous demander un commentaire sur un paragraphe. Sur Sarraute, je vous dis déjà, là, je vais faire un effort de mettre en ligne ces activités aujourd'hui. Et Nathalie Sarraute, est-ce que vous avez jeté un coup d'œil sur les livres de Nathalie Sarraute? Là, je voudrais vous écouter à ces propos. Est-ce que vous avez commencé à lire ou vous avez jeté un coup d'œil sur les livres de Nathalie Sarraute? Oui ou non? Bonjour. Bonjour. Je m'excuse, j'avoue, je n'ai pas encore commencé à lire les deux. Je les D'accord. téléchargés, mais ils sont petits, Oui. apparemment sont faciles à lire, mais moi, je n'ai pas eu encore le temps, je n'ai pas donné encore du temps à les lire. D'accord. Rodrigo, il me semble que tu voulais dire un mot. Je vois que Cécile aussi a ouvert le micro. Bonjour, professeur. Moi Bonjour. je ne lis pas. D'accord. Je dis que je connais un peu le livre parce que je déjà travaille avec la traduction de certaines parties, mais je n'ai pas le lu, pas le lu correctement. Donc, je connais l'histoire, mais je n'ai pas lu. D'accord. Parce que, en fait, on va voir ça aujourd'hui. Je comprends que vous n'avez pas le temps de lire, peut-être vous n'aurez pas le temps de lire les deux livres, les deux derniers livres. Et donc, les cas de Sarraute, je vous demande, il n'y a pas besoin de lire le livre tout entier parce que nous avons là une série de 24 séquences ou de 24 petits textes. Et il n'y a pas de connexion, pas forcément de connexion entre ces textes-là. Donc, ce que je vous demande, c'est de au moins essayer de lire quelques parties de ce roman. Et comme on va voir, on va lire des extraits ensemble ici aujourd'hui. Quelques parties de ce livre, elles ont une demi-page, une page et demie, donc c'est pas si long. Par contre, si vous n'avez pas le temps de lire les deux livres, je vous demande vraiment d'essayer de lire le livre d'Annie Ernaux tout entier parce que là, c'est un récit, un récit continu avec un commencement et la fin.
Et donc, si vous ne le lisez pas tout entier, la compréhension est compromise, je dirais. D'accord? Et le cas de Nathalie Sarraute, on verra aujourd'hui. Mon propos ici, c'est plutôt de discuter quelques... je vais utiliser le mot avant-garde, ou peut-être, au lieu d'utiliser les mots avant-garde, parce que je vais vous montrer un extrait de Alain Robbe-Grillet aussi, dans lequel il fait une critique à ce terme d'avant-garde. Mais l'idée, c'est de vous montrer une expérimentation littéraire, moins traditionnelle. Donc, il y a le cas de Dany Ernaud, l'événement, les livres qu'on va discuter la semaine prochaine. Peut-être je peux faire une introduction jeudi aussi, après-demain. Et donc, le livre Dany Ernaud vous demande cette compréhension globale du texte. Et ici, on est capable de comprendre le contexte expérimental sans lire le livre entier parce qu'il n'y a pas une vraie continuité entre ces parties. C'est discutable, cette continuité. D'accord? Donc, c'est ce que je vous demande par rapport à Nathalie Sarraute. Et donc, pourquoi je fais ces commentaires, c'est parce que l'activité que je vais vous demander par rapport à Nathalie Sarraute, c'est de choisir une de ces histoires et faire une petite continuité. Donc, c'est une activité d'écriture créative. Donc, ce n'est pas un exercice d'analyse littéraire, mais plutôt d'écriture littéraire. Je vais vous demander ça. Donc, il n'y a pas de longueur. Je vais peut-être juste une limite pour ne pas dépasser trop la limite, mais c'est ça l'idée. Un petit exercice d'écriture littéraire, d'écriture créative. D'accord? Parce que quelques-unes de ces histoires-là, elles sont presque une photographie d'une perception. Donc, je vais vous demander de faire la suite d'une de ces histoires. Ou peut-être je peux même faire ça au lieu de vous laisser choisir. Moi-même, je choisis une de ces histoires et comme ça, je peux comparer les différentes suites que vous proposez. Je pense que ça peut être intéressant aussi. Donc, cela dit, je voudrais commencer la discussion aujourd'hui sur Nathalie Sarraute et les nouveaux romans. Et peut-être la façon de commencer aujourd'hui, au lieu de commencer par la théorie ou la discussion des textes théoriques de Nathalie Sarraute et d'Alain Robbe-Grillet, je voudrais commencer par la lecture du premier ou de la première séquence du livre Tropisme. D'accord? Donc, je partage l'écran pour vous montrer ici le texte et on va le lire tout entier. Et 2 secondes, mais là, vous allez voir tout d'abord la première page du Père Goriot de Balzac et c'est pas ça que je cherche. Voilà, tropisme. Et donc, il me semble, si je ne me trompe pas, c'est Rodrigo qui dans ton analyse de la dissertation, je ne sais pas si c'est Rodrigo ou Patrice, qui analyse aussi les paratextes ou le péritexte ou quelque chose comme ça. C'est toi, Rodrigo, n'est-ce pas? Oui, c'est moi. J'analyse le paratexte, le texte. Voilà. Pourquoi je fais cette référence? C'est parce que, comme vous voyez, la couverture du livre de Nathalie Sarraute, au moins, je n'ai pas fait une comparaison avec d'autres éditions, mais nous avons ici
Là, c'est une bonne édition, c'est la copie des éditions de Minuit. C'est cette maison d'édition qui est devenue... je ne peux pas dire que la maison d'édition est devenue célèbre à cause du mouvement du nouveau roman, mais la plupart d'écrivains appartenant à ces mouvements ont eu leurs livres édités par les éditions de Minuit. Et elle est devenue plus ou moins la référence de ces mouvements, de maisons d'édition de ces mouvements. Et nous avons ici la couverture. Pourquoi je parle de la couverture? Parce que nous avons ici tout simplement les noms de l'auteur, Nathalie Sarraute, le titre Tropisme et les noms de la maison d'édition. Nous n'avons aucune information par rapport au genre du livre. Par exemple, on voyait sur la couverture de Soumission, c'était bien écrit roman, n'est-ce pas? Et ici, nous avons tout simplement les titres, l'auteur et la maison d'édition. Pourquoi je renforce ou je remarque cet aspect du livre? Parce que comme on verra, je viens d'anticiper un peu cette idée. Le livre il est composé de 24 parties qui n'ont pas forcément de connexion entre elles. Et quand on les lit ensemble, il faut chercher une certaine façon de comment connecter ces histoires-là. D'accord? Parce que ce n'est pas évident. Et donc, nous avons ici la première, je vais juste changer l'outil ici si j'ai besoin de souligner un extrait. Et donc, nous avons ici, comme vous voyez, la première histoire, c'est juste une demi-page. Vous voyez ici la mise en page, ça fait une demi-page de texte. Et la page suivante, c'est déjà la deuxième séquence. Et donc, nous avons ici, voilà, c'est bien. Non, c'est bon comme ça. Donc, je vais lire et commenter cette première séquence. Il semblait sourdre de partout, éclos dans la tiédeur un peu moite de l'air. Il s'écoulait doucement comme s'il sointait des murs, des arbres grillagés, des bancs, des trottoirs sales, des squares. Il s'étirait en longues grappes sobres entre les façades mortes des maisons. De loin en loin, devant les devantures des magasins, il formait des noyaux plus compacts, immobiles, occasionnant quelques remous comme des légers égorgements. Une quiétude étrange, une sorte de satisfaction désespérée émanait d'eux. Il regardait attentivement les piles de linge de l'exposition des Blancs, imitant habilement des montagnes de neige, ou bien une poupée dont les dents et les yeux, à intervalles réguliers, s'allumaient, s'éteignaient, s'allumaient, s'éteignaient, s'allumaient, s'éteignaient, toujours à intervalles identiques, s'allumaient de nouveau et de nouveau, s'éteignaient. Il regardait longtemps sans bouger, il restait là, offert devant les vitrines, il reportait toujours à intervalles, suivant les moments de s'éloigner. Et les petits enfants tranquilles, qui leur donnaient la main fatigués de regarder, distraits patiemment auprès d'eux, attendaient. Souvenez-vous, et ici nous avons, c'est la fin de cette première séquence, et souvenez-vous, c'est un texte, je vous ai dit, quand je parlais un petit peu de ce livre, que vous allez expérimenter une sensation d'étrangeté ou de perte de repères, c'est-à-dire peut-être des difficultés des connexions logiques, de créer des connexions logiques pour comprendre l'histoire,
ou même comment je peux dire, par exemple, on sent ou on ressent en lisant ces textes qu'il s'agit d'une certaine façon d'un texte narratif, en quelque sorte. Par contre, certaines notions par exemple, d'introduction du récit ou de la construction des personnages, d'espace, des temps, ça reste un peu flou. On ne sait pas très bien de quoi il s'agit. Et c'est intéressant parce qu'assez souvent, quand on lit plusieurs textes de ce livre, nous avons une étrange sensation de lire les débuts de l'histoire qui reste sans suite, sans continuité. Nous avons presque, et raison pour laquelle je vais vous demander cette activité d'écriture créative pour essayer de combler chez vous cette sensation de manque de continuité dans la plupart de ces histoires. D'accord? Et donc, vous voyez ici, nous avons un texte qui semble décrire une situation, mais ça reste sans propos. On ne sait pas, on n'a pas très bien le contexte de ce qui venait avant, parce qu'assez souvent, on peut dire, même si un récit il commence, comme on dit, in media res, c'est-à-dire au milieu de l'action, on est capable de présupposer ce qui venait avant l'action et ce qui viendra après. C'est presque un exercice de regarder un tableau, une photographie. Nous avons la scène prise d'un moment présent, mais on est capable d'inférer ce qui venait avant et ce qui viendra après cette scène. Et ici, nous avons, c'est un peu bizarre, on n'arrive même pas à décrire ce qui venait avant et c'est un peu difficile de prévoir ce qui viendra après. Et je passe au début de l'histoire suivante, juste pour vous montrer ces manques de continuité. Et nous avons ici juste le premier paragraphe. Voilà. Ils s'arrachaient à leurs armoires à glace où ils étaient en train de scruter leur visage, se soulevaient sur leur lit. C'est servi, disait-elle. Elle rassemblait, à la table la famille, chacun caché dans son antre, solitaire, hargneux, épuisé. Mais qu'ont-ils donc pour avoir l'air toujours vanné, disait-elle quand elle parlait à la cuisinière. Ici, on commence déjà à avoir quelques notions d'action, quelque chose comme ça, mais ce n'est pas par hasard que j'ai souligné ici certains pronoms personnels, parce que ça va rester tout le temps comme ça dans ces livres. Donc, raison pour laquelle, dans la discussion aujourd'hui d'introduction du mouvement du nouveau roman, je vais mettre en relief surtout la notion des personnages. D'accord? Et donc, je ne vais pas entrer dans les textes. C'était juste un aperçu de ce livre de Nathalie Sarraute. Mais je voudrais même aujourd'hui entrer dans certaines caractéristiques du mouvement du nouveau roman. Donc, je vais changer ici l'écran partagé et je vais entrer ici dans les livres de Stanouni. Voici 2 secondes parce que je vais changer la forme de présentation ici. Je sais que comme ça, c'est pas bien à lire. 2 secondes parce que l'ordi est un peu lent à 7 heures du matin. Voilà.
Voilà. Donc, je mets comme un seul texte et j'augmente la taille de la police. Ouais, comme ça, c'est bon. Ouais, je pense comme ça, ou peut-être un tout petit peu plus. Voilà. Donc, ici, ce livre-là que j'utilise aujourd'hui, c'est le livre que, je dirais le livre de base que j'adopte pour les cours de Panorama. C'est un livre qui s'appelle École et courants littéraires de d'Yves Istaloni. C'est une espèce de presque de manuel scolaire sur quelques grands mouvements littéraires avec les caractéristiques de principales, pour dire simplement. Et comme vous allez voir, en fait, c'est assez schématique, ce livre. J'aime bien parce que c'est facile à retenir les caractéristiques principales d'un certain mouvement littéraire. À présent, ici, le nouveau roman. Par contre, c'est trop résumé et ça n'entre pas dans les détails. Raison pour laquelle je vais utiliser aussi des extraits de l'essai pour un nouveau roman d'Alain Roth-Grillet et L'ère du soupçon de Nathalie Sarraute. Donc, je vais utiliser ça, le livre d'Yves Istaloni, juste pour introduire quelques thématiques du nouveau roman. Et il faut que je dise aussi juste un mot, parce que par rapport au cours de roman, par rapport à ce semestre ici, parce que comme je vous ai dit, je vous l'ai déjà dit, dans les cours des romans, des poésies, j'aime bien privilégier le texte. Le texte, je veux dire, les romans, dans son individualité, plus ou moins comme ça. Et en plus, comme je fais le choix de textes plutôt contemporains qui n'appartiennent à aucun mouvement, donc nous avons étudié Leila Slimani, nous avons déjà étudié Leila Slimani et Michel Houellebecq. Deux écrivains contemporains et qui ne participent pas à aucun mouvement parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans une période de l'histoire littéraire riche en mouvements organisés, n'est-ce pas? Ce qu'on retrouve aujourd'hui, peut-être au plus, c'est certains collectifs, n'est-ce pas? Mais c'est intéressant parce qu'on voit pas mal de collectifs au niveau des arts visuels, les arts plastiques, certains mouvements, je dirais, multi-artistiques, comme le hip-hop ou le graffiti, des choses comme ça. On voit un peu plus cette figure ou cette organisation en collectif, n'est-ce pas? La musique aussi, mais en littérature peut-être parce que, je sais pas, peut-être parce que l'activité de la production littéraire est assez individuelle, n'est-ce pas? Peut-être ça explique un peu pourquoi nous n'avons pas de collectif au niveau de la littérature aujourd'hui. Mais comme je fais le choix d'introduire ou de mettre dans la liste de livres Nathalie Sarraute, et elle appartenait à ces mouvements du nouveau roman, je pense que c'est important d'introduire les mouvements aussi. Et donc, ici, je vais utiliser tout au début le livre de Yves Istaloni. Et je vérifie juste si ça marche ici. Mon portable, oui, ça marche, pardon. Je voyais le chat ici. Au cas où vous m'écrivez, je suis
attentif ici. Donc, cette sous-partie ici, nous avons les nouveaux romans et le nouveau théâtre. On va pas s'occuper du nouveau théâtre. J'avance ici, voyons. Non, je ne vais pas lire cet extrait. Nathalie Sarraute. Ici, c'est une citation intéressante de Jean Ricardou. Jean Ricardou, en fait, je ne sais pas s'il était un écrivain de fiction, mais je sais qu'il a organisé plusieurs colloques à Cérisy, dans lesquels, ces colloques, ils tournaient autour du nouveau roman. Et donc, nous avons ici cette célèbre formule de Jean Ricardou qui dit « La littérature, au moins les romans, ne sera plus l'écriture d'une aventure, mais l'aventure d'une écriture. » Donc, ce ne sera plus l'écriture d'une aventure parce que on va dire le récit traditionnel, les romans traditionnels, en quelque sorte, est le récit d'une aventure, une histoire avec péripéties, pas forcément des aventures dangereuses ou un peu plus animées ou quelque chose comme ça, mais c'est-à-dire les péripéties, les conflits de la vie d'un personnage qu'on peut appeler ou pas un héros, n'est-ce pas? Et ici, et pourquoi c'est important, à mon avis, de faire toute cette introduction du nouveau roman, c'est parce que, comme je disais tout à l'heure, on entre dans un espace d'expérimentation littéraire, raison pour laquelle il fait ces jeux de mots qu'on passe de l'écriture d'une aventure à l'aventure d'une écriture. Donc, et c'est important parce que dans cette idée traditionnelle de l'aventure romanesque, on aura les aspects, je peux appeler comme ça, les aspects structuraux du roman, comme les narrateurs, avec sa focalisation, un narrateur en première personne, troisième personne, plus ou moins omniscient, plus ou moins participatif, etc. Nous avons les personnages, l'histoire ou l'intrigue, nous avons l'espace, les temps, quoi d'autre, la chronologie de l'histoire ou des aspects comme ça. Et les nouveaux romans, comme on verra aujourd'hui, va essayer de mettre en question ces éléments traditionnels du roman. Et je vais vous montrer après un exemple de Balzac, parce que Balzac sera cité ici comme exemple de roman traditionnel. Et donc, je vais vous montrer juste la première page du livre Le Père Goriot de Balzac, pour vous montrer la différence des constructions de ces éléments structuraux du récit, du roman. D'accord? Donc, ce qui est important à retenir ici, c'est que ces mouvements, les nouveaux romans, qui est situé ou qui se situe dans les passages des années 50 aux années 60 en France. Et donc, c'est un mouvement plus ou moins, on verra qu'il est plus ou moins organisé autour de certains écrivains comme Alain Rodrier, Nathalie Sarraute, Marguerite Duras participe plus ou moins à ces mouvements. Nous avons aussi Michel Butor, important écrivain et théoricien français aussi. Et donc, voilà, ce qui est important, c'est que l'écriture sera vue ou considérée comme une espèce d'aventure. Aventure ici, il faut comprendre plutôt comme de prendre le risque d'expérimenter. OK? Donc, 2 secondes. Je change ici, on avance.
Voilà, donc on s'accorde aujourd'hui à considérer le nouveau roman comme un mouvement littéraire ou sinon une école. Je ne vais pas entrer dans les détails de ce terme utilisé par Yves Stalloni, en dépit de réserves désintéressées et de l'absence d'homogénéité du groupe qui les constitue. Parce que, comme je vous ai dit, c'est assez intéressant de voir ça, quand on parle du nouveau roman, on parle d'un mouvement, on crée cette, cette image d'un mouvement bien organisé, mais en fait, quand on regarde dans les détails, les écrivains sont beaucoup plus différents l'un de l'autre qu'on ne s'imagine. Et donc, comme je disais ici, c'est la question d'avoir le même éditeur, la même maison d'édition, édition de minuit. Et donc, ce qui m'intéresse ici, c'est justement les composantes esthétiques de ce mouvement. Donc, on commence ici. La marque essentielle du nouveau roman serait, comme on l'a beaucoup dit, son aptitude au refus et à la subversion. Au refus et à la subversion. Ici, c'est important de dire, parce que, juste pour faire une contreposition à ces éléments-là, aux idées de refus et subversion, car moi, je dirais que les refus et la subversion ici concernent plutôt la forme littéraire que le contenu. C'est-à-dire que, par exemple, quand on considère la génération beatnik aux États-Unis, des écrivains comme Jack Kerouac ou Allen Ginsberg, ils étaient subversifs, mais peut-être un petit peu au niveau de la forme, mais plutôt au niveau du comportement. L'utilisation de la drogue, quoi d'autre, au niveau de la sexualité, ce qu'il racontait, un monde, un sous-monde, un contexte un peu noir ou quelque chose comme ça. Donc la subversion qu'on retrouve dans les mouvements beatniks aux États-Unis, ça concerne plutôt les contenus. Et je dirais même que au niveau formel de la génération beat aux États-Unis, il n'y a peut-être pas grand-chose à voir. On dit, comme j'ai utilisé cet exemple à vous donner comme comparaison, je ne sais pas si vous connaissez un écrivain de cette génération américaine, William Burroughs, et peut-être j'utilise l'exemple de Burroughs plutôt parce que son cas nous présente en quelque sorte une subversion formelle intéressante qui le met pas à distance, mais qui le différencie des autres beatniks en quelque sorte. C'est un procédé littéraire qu'on peut appeler katab, c'est-à-dire de couper la scène et de passer à une autre chose. Donc ça c'est, quand on parle comme ça, c'est peut-être un peu ça semble un peu bête, mais c'est intéressant de voir l'introduction systématique d'un recours narratif qui coupe une scène et reprend dans un autre moment du récit sans faire ou sans expliciter cette transition. Ça, c'est important. Et c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on voit assez souvent au cinéma. Donc, raison pour laquelle il y a des gens, des critiques qui classifient cette écriture de William Burroughs comme une espèce d'écriture cinématique qui donne ce mouvement cinématique au récit. Cela dit, je reviens donc aux
au texte de Stalloni ici, et il parle de l'aptitude au refus et à la subversion. Et moi, j'ajoute ici que cette subversion, elle est plutôt formelle et pas au niveau du contenu. Et donc, la première ici, c'est la fin de l'intrigue. Et donc, l'histoire racontée par le livre n'est plus qu'accessoire. De toute façon, elle ne respecte plus un déroulement linéaire et chronologique, mais repose sur des jeux temporels, sur la circularité, sur l'utilisation de l'espace et du décor, sur de reprises harmoniques, sur une impression de décousu ou d'arbitraire. Donc, ça, c'est intéressant et probablement ceux et celles qui ont choisi la jalousie comme l'œuvre pour la dissertation, ces éléments-là vous disent pas mal de choses, n'est-ce pas? L'idée de circularité, l'utilisation de l'espace, impression de décousu. Décousu, c'est de ce qui n'est pas cousu, c'est-à-dire, je vais le traduire ici, essa sensação de descostura, de estar descosturado, parce qu'il n'y a pas cette liaison entre les parties. Et vous avez vu, d'une certaine façon, j'ai lu la première séquence ou le premier tropisme du livre de Nathalie Sarraute et le début du deuxième. Et on verra, je vais entrer un peu plus dans l'analyse de ces extraits après, et vous allez voir qu'il manque cette connexion, cette continuité. D'accord? Donc, deuxième aspect, l'effacement du personnage. Au même titre que l'intrigue, le personnage subit une entreprise de déconstruction. À l'épaisseur psychologique du personnage balzacien, les nouveaux romanciers préfèrent une figure floue, c'est-à-dire qui n'est pas très claire, pas très délimitée. Flou, c'est un peu borrado, quelque chose comme ça. Mal identifié, sans qualité, c'est-à-dire sans caractéristiques, orphelin de son ancienne gloire, comme le note Nathalie Sarraute. Et donc, nous avons ici cette citation. Il a, peu à peu, tout perdu, le personnage. Ses ancêtres, je vais lire cet extrait dans le texte de Nathalie Sarraute. Ses ancêtres, sa maison soigneusement bâtie, ses propriétés et ses titres des rentes, ses vêtements, son corps, son visage, ce bien précieux entre tous, son caractère qui n'appartenait qu'à lui, souvent jusqu'à son nom. Donc, je recule ici, donc fin de l'intrigue et effacement du personnage. Effacement, c'est-à-dire l'idée d'effacer, de gommer certaines caractéristiques du personnage. Et ça, c'est important. Je n'ai pas mis en relief que j'avais souligné ou marqué les pronoms personnels, il, elle, dans l'extrait que j'ai lu avec vous, justement parce que les personnages du livre Tropisme, ils vont apparaître plus ou moins comme ça. Il, elle. Donc, ils n'ont pas de nom, ils n'ont pas de description psychologique ou de composition psychologique, ils n'ont pas une histoire personnelle du personnage. Vous voyez? Parce que, par exemple, juste pour vous donner un exemple du cinéma récent. Donc, je vais
vous donner un exemple, mais ça sert à... Il y a plein d'exemples pareils au niveau du cinéma aujourd'hui, surtout au niveau des films de Marvel, etc. C'est le personnage du Joker, et surtout ce film récent avec Joaquin Phoenix, qui racontait plus ou moins la création du personnage Joker. N'est-ce pas? Parce qu'on était habitué à voir ce personnage en conflit avec Batman, déjà un grand personnage avec un propos de destruction, un propos anarchique, quelque chose comme ça, qui, comme un ennemi de Batman, ou aussi un personnage qui venait créer un chaos, une atmosphère chaotique dans le contexte du film, c'est ça. Et avec le film Joker de Joaquin Phoenix, nous avons plus ou moins une tentative d'expliquer l'origine du personnage. Et aujourd'hui, j'oubliais comment ça s'appelle, cette technique aujourd'hui, c'est spillover, ou comment ça s'appelle, ce genre de procédure qu'on utilise au cinéma, de retirer un personnage d'un film et de faire un film tout entier pour ce personnage, consacré à ce personnage. C'est spin-off, c'est ça? Oui, c'est ça. Ce n'est pas crossover? Crossover, c'est quand on a plusieurs personnages de différents films au-dedans d'une seule film, mais quand on a, par exemple, un film de Joker qui est au-dedans de la histoire de Batman, mais seulement Joker, donc c'est un spin-off. Ah, d'accord. C'est comme, je peux dire, Alien et Predador. N'est-ce pas, Marcus? Oui, ça c'est un crossover. D'accord. Et spin-off, quand on prend un personnage et on consacre un film à lui pour expliquer quelque chose ou pour donner continuité, n'est-ce pas? Oui, continuité ou pour expliquer quelque chose qui vient avant, comme par exemple dans Harry Potter, il y a la franchise dos animaux où il habite, des animaux fantastiques, quelque chose comme ça, je ne sais pas comment on dit en français. Mais c'est une chose qui est avant Harry Potter, mais c'est un spin-off parce que c'est le même monde diégétique. Donc, c'est ça. Voilà. Merci pour l'explication. Merci, Daniel, aussi, pour l'introduction de l'autre concept. Et c'est intéressant parce que de parler de ces concepts-là, parce que je vais utiliser l'exemple de Balzac et les romans du 19e siècle, et peut-être avec, je dirais, avec Proust encore au 20e siècle. Je pense à d'autres écrivains du 20e siècle et peut-être c'est quelque chose qui s'est perdu. Mais dans l'œuvre La condition humaine de Balzac et de Zola, l'histoire des Rougon-Macquart, nous avons une dizaine de romans et des personnages qui se croisent, qui sortent, des personnages qui sortent d'un roman et ils sont un personnage secondaire dans un roman et puis dans un autre roman, ils seront un personnage principal. Et donc, ce genre de procédure était déjà présente dans les romans du 19e siècle. Et ces personnages-là, on arrive, si vous cherchez par exemple le cas des Rougon-Macquart de Zola, on retrouve sur Internet la généalogie des personnages. On sait très bien dans quel roman
ils sont apparus la première fois, ils sont fils ou pères ou parents d'un autre personnage qui est présent dans un autre roman, et ça se compose une grande œuvre d'une dizaine, vingtaine de romans avec tous ces personnages-là, d'accord? Donc, c'est très intéressant de voir ça. Donc, c'est quelque chose qu'on utilise aujourd'hui pour la billetterie de cinéma, mais ça s'était déjà utilisé dans les romans français du 19e siècle. Et donc, fin de l'intrigue, effacement du personnage, invasion des choses, la dissolution du personnage s'accompagne d'une prolifération quantitative et qualitative d'objets saisis non pour leur aspect pittoresque ou réaliste, mais pour leur poids menaçant dans un univers déshumanisé. Donc, ici, peut-être je vais peut-être jeudi, si aujourd'hui nous n'avons pas le temps, parler ou lire plusieurs extraits du livre de Nathalie Sarraute et de vous démontrer la présence de ces éléments dans les livres. Et mais c'est ça qui est intéressant en fait. Comment c'est intéressant et peut-être pas très intéressant parce que pour ceux et celles qui lisent la jalousie, assez souvent ça peut être bien fatigant de lire un roman comme la jalousie. Ça c'est intéressant au niveau, comme je disais tout à l'heure, de l'expérimentation. N'est-ce pas? Moi, j'ai une espèce, c'est pas une théorie, pardon, c'est le chat. C'est pas vraiment une théorie, mais plutôt une observation que des expérimentations radicales comme celle-là de la jalousie de Rod Grillet et en quelque sorte de tropisme de Nathalie Sarraute, ce sont des œuvres avant-gardistes, je vais utiliser le terme, et peut-être pas très intéressantes. Elles sont intéressantes au niveau théorique de la recherche, des études littéraires, mais peut-être pour le plaisir de la lecture, c'est pas si intéressant que ça. J'admets, d'accord? Par contre, l'introduction de ces éléments, ça ouvre la perspective à d'autres expérimentations peut-être moins radicales, mais beaucoup plus intéressantes. Par exemple, et j'explique pourquoi je fais cette observation. Le cas de la jalousie. Peut-être je peux vous montrer un extrait de la jalousie après. Mais nous avons l'impression tout d'abord d'être face à un narrateur omniscient qui observe les personnages, et en fait, on découvre peu à peu qu'il s'agit en fait pas d'un narrateur en troisième personne, mais d'un personnage narrateur, mais un personnage ou un narrateur caméra. Donc, tout ce qu'on voit, c'est à partir du regard de ce narrateur personnage, qui est le mari de la personnage A. Il y a cette sensation de circularité où ils vivent, c'est une colonie française, donc la routine donne cette sensation de circularité. Mais je mets en évidence ici l'exemple de la jalousie, cette idée du narrateur caméra ou du personnage caméra. Et nous avons au cinéma une production plus ou moins récente au Brésil d'un film qui s'appelle Viajo porque preciso, volto porque te amo. Je ne sais pas si vous connaissez ce film-là. Oui, je le connais.
Ouais, et c'est un des meilleurs films que j'ai jamais vu. Et je ne sais pas si, Marc, si tu l'aimes bien. Je le trouve une œuvre, un chef-d'œuvre. Et c'est intéressant parce que le film, c'est, si je ne me trompe pas, un géographe qui voyage au nord-est du Brésil et on voit tout le temps le devant de sa voiture sur la route et sa voix en off avec les lettres qu'il écrit à sa femme. Donc, c'est intéressant parce que l'idée, c'est plus ou moins la même. C'est pas exactement la même parce qu'il y a des différences et je ne vais pas entrer dans les détails. Et je vais mettre les liens d'une vidéo comment ça s'appelle le groupe? Je ne sais pas si c'est Chemical Brothers. Et la chanson, c'est... j'ai oublié le titre de la chanson. Mais nous avons la vidéo de la chanson exactement pareil. Nous avons un personnage qui s'habille, qui est en train de s'habiller, qui boit un coup d'alcool, quelque chose comme ça, sort la nuit pour faire un tour de bar. Il se bat avec les gens dans la nuit. Et puis, à la fin, et nous avons, en fait, c'est un personnage assez inconvénient. Mais nous ne voyons pas le personnage de la vidéo, de cette chanson, parce que c'est la caméra, en fait. Et on voit l'approche, par exemple, de quelqu'un. Donc, c'est la caméra qui s'approche de quelqu'un. Et dans les bars, par exemple, on voit ce personnage déranger quelqu'un dans les bars et provoquer une bagarre ou une confusion dans les bars. Et je ne vais pas raconter la fin parce que la fin est surprenante. Je vais vous laisser voir la vidéo et comment cette procédure d'utiliser un personnage caméra, ça nous permet de créer d'autres choses. Donc, c'est quelque chose qu'on a vu peut-être d'abord dans un mouvement littéraire en quelque sorte avant-gardiste, comme le nouveau roman. Et puis, on voit l'utilisation de cette procédure dans un film. D'accord, c'était un film un peu alternatif, brésilien, Viagem que preciso volto porque te amo. Et dans une chanson alternative en quelque sorte. Je vais chercher la chanson. Je ne sais pas si le titre c'est Slap My Beach, quelque chose comme ça. C'est pas très joli, mais c'est intéressant comme chanson et comme vidéo aussi. Donc, l'invasion des choses, et ici quand je parle des choses et des descriptions qui vont occuper les cas de la jalousie surtout, nous avons une espèce de description mathématique de l'espace, de l'ambiance. Et d'une certaine façon, l'espace consacré à la description, il occupe l'espace de l'action. Et si nous n'avons plus l'espace de l'action, c'est difficile d'avoir une intrigue, n'est-ce pas? Et si nous n'avons pas d'intrigue, les personnages aussi vont perdre la profondeur ou leur profondeur. C'est un peu le résultat de la combinaison de ces aspects-là. Donc, avançons ici. Oui, nous avons ici, on a parlé à propos du nouveau roman d'école du regard, parce que, surtout à cause de la description et la description d'objets, de scènes, etc. Et ça, c'est important parce que d'une certaine façon, on va voir dans la critique une espèce de comparaison du nouveau roman, c'est-à-dire l'objectivité des descriptions du nouveau roman, une comparaison avec le réalisme du 19e siècle. Mais il ne faut pas confondre parce qu'il y a des différences assez importantes. Parce que même
le réalisme du 19e siècle, il gardait la notion de personnage, d'intrigue, de narration, de chronologie, etc. D'accord? Et le nouveau roman va mettre en question ces éléments-là. Et donc, nous avons ici encore un aspect, une énonciation problématique, se réclamant de quelques glorieux modèles d'Hydro-Ogide, les nouveaux romanciers brûlent les marques de l'énonciation et de la focalisation. Et nous avons cette citation ici. La voix narrative s'efface souvent sans qu'un opérateur semble maîtriser les prises de parole. Ici, ça concerne assez bien la description de la jalousie. Raison pour laquelle on se rend compte que le narrateur est un personnage caméra déjà, quand on est déjà avancé ou quand on a déjà avancé dans la lecture du roman. Et puis, l'énonciation peut être mouvante, dispersée en dialogue et monologue juxtaposés. Voyons ici si ici, ce n'est pas forcément le cas. Oui, ça c'est important. Le deuxième point à souligner ici, le refus de l'idéologie de la thèse de la confidence. De l'idéologie de la thèse, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas un message à transmettre dans ces romans appartenant à ces mouvements. L'autre, c'est de la confidence, c'est-à-dire il n'y aura pas de psychologie des personnages. Les personnages, en quelque sorte, on est en contact avec les personnages de manière externe. D'accord? On voit ces personnages sans entrer dans leur intimité ou les cas de la jalousie, par exemple. On est en contact avec l'intimité des personnages, mais c'est une intimité externe. C'est une intimité de quelqu'un qui regarde les personnages de l'extérieur. C'est-à-dire, on n'entre pas dans l'intimité psychologique des personnages. D'accord? On ne connaît pas les sentiments les plus profonds des personnages. On reste sur la surface des personnages et du récit en quelque sorte. Je crois qu'ici c'est fini. Oui, l'appel à la collaboration du lecteur, évidemment, tenu de quitter les conforts d'une lecture passive et paresseuse au profit d'une attitude critique et exigeante. Parce que c'est évident ici, ce genre de récit exige un peu plus du lecteur, parce que c'est au lecteur de composer ou d'assembler les choses qui ne sont pas données par la lecture, ne sont pas remises par la lecture, n'est-ce pas? Récemment, je discutais avec Mathéos. Mathéos, c'est mon moniteur de cette discipline de roman. Et on a discuté plusieurs textes théoriques pendant ce semestre concernant la théorie du roman. Et je vais vous donner un exemple issu du film Joker aussi. Parce que quand je dis ici appel à la collaboration du lecteur, tenu de quitter les conforts d'une lecture passive et paresseuse au profit d'une attitude critique et exigeante. Je vais vous donner un exemple du film Joker, qui peut-être pourrait être un film populaire en quelque sorte pour un grand public. Il nous rend ou il nous explique certaines choses qu'il ne fallait peut-être pas expliquer. Et je vous donne l'exemple. Souvenez-vous que le personnage du Joker, il a une voisine qui a un petit enfant. Et ils se croisent dans l'ascenseur, dans le couloir, quelque chose comme ça.
Et à un moment donné, on suit les aventures du Joker dans les films. Et on a l'impression qu'il engage une relation amoureuse avec cette voisine. Et à un moment donné du film, on le voit dans les salons de la maison de la voisine. Et la voisine, quand le voit, quand se rend compte qu'il est dans sa maison, chez elle, elle s'étonne, elle se sent surprise. Et là, on se rend compte que la relation qu'on a vue, c'était une relation imaginaire. C'était quelque chose qui se passait dans la tête du personnage Joker. Jusque-là, ça va très bien. Mais souvenez-vous qu'après cette prise de conscience que la relation était imaginaire et elle n'existait que dans la tête du personnage, on a une série de scènes qui refont les scènes qu'il a vécues avec elle, mais montrant le personnage seul, solitaire. Il refaisait les mêmes gestes, les mêmes mouvements, ou des choses comme ça, mais c'était au narrateur du film de nous démontrer clairement, didactiquement, pédagogiquement, que la relation avec la voisine était imaginaire et s'est passé que dans la tête du personnage. Par exemple, il n'avait pas besoin de refaire ces scènes montrant le personnage tout seul. Donc, vous voyez, et ici, je reviens au texte ici, donc, appel à la collaboration du lecteur. Dans ces cas, c'est les réalisateurs du film Joker qui collaboraient avec le spectateur pour ne pas laisser de la place au doute par rapport à la compréhension de cette relation imaginaire. Donc, vous voyez, c'était didactique, mais peut-être au niveau esthétique, au niveau formel, ça réduit un peu, à mon avis. Là, c'est un jugement de valeur personnelle, mais à mon avis, c'était totalement passable ou pas nécessaire du tout de refaire ces scènes pour démontrer clairement, explicitement que la relation était imaginaire. D'accord? Donc voilà. Marcus, tu veux dire quelque chose? Non, je voulais dire que au-dedans je ne sais pas comment on dit en français, le labyrinthe du fauno en portugais, le film. C'est le... Je ne sais pas si la traduction est littérale, le labyrinthe du faune. Je ne sais pas si c'est ça la traduction en français. Mais il y a quelque chose de ce type-là quand on voyons le scène par les yeux de la petite fille qui voit les êtres mythologiques de la Grèce ancienne. Et à la fin du film, il y a une scène où nous voyons la fille en parlant toute seule. Nous voyons qu'elle imagine, mais nous voyons par les yeux du mari de sa mère, qui est le policier, quelque chose le soldat, quelque chose de cette sorte. Mais je pense que c'est mieux fait parce que Joker, nous n'avons pas la doute qu'il est devenu fou, mais en cette case-là du labyrinthe de faune, nous ne savons pas si la personne qui a fait la petite fille qui voit des êtres magiques, mythologiques, ou si c'est les adultes qui ne voient pas la magie, les petites choses. Il est une personne un peu fasciste, donc il y a une problématisation. Elle voit, il ne voit pas, mais c'est qui voit la vérité. La réalité est dans la film, la fille petite est vue par la petite fille qui voit les choses, ou par le
l'homme adulte qui est un peu fasciste et qui ne voit pas de choses comme... donc, je pense que il y a beaucoup de choses comme ça dans les films, mais je pense qu'au labyrinthe du faune, c'est un peu mieux travaillé. Un peu... Oui, et c'est intéressant de le dire. J'utilise tes mots-là, Marcus. C'est mieux travaillé parce que parfois, il faut admettre que ce n'était pas bien fait, n'est-ce pas? Et parce que parfois, on a nos réserves à affirmer des choses comme ça parce que c'est un film d'un grand réalisateur ou le livre d'un grand écrivain. Mais parfois, il faut admettre que ce n'était pas bien fait. N'est-ce pas? Ça fait partie, en fait, de la critique, ce jugement, parce que pour ceux qui feront, qui suivront le cours de critique avec moi le semestre prochain, on va discuter cette différence entre l'analyse littéraire qu'on fait plus ou moins aujourd'hui, c'est-à-dire une analyse de composants, mais la critique au sens peut-être traditionnel du jugement. Et parfois, il faut juger et dire oui, c'était bien réussi et non, c'était pas bien réussi, n'est-ce pas? Et parfois, il faut admettre qu'il y a des petits problèmes comme ça, n'est-ce pas? Et donc, voilà. Cela dit, je crois que c'est bien fini ici par rapport, voilà, à cette discussion de Yves Stalloni. 2 secondes, ouais, je vérifie l'heure ici. C'est bon, je vais ici dans la bibliothèque Kindle et je passe à l'ère du soupçon de Nathalie Sarraute. Ça va s'ouvrir. Et la préface. Voilà. Donc, j'utilise ici la préface, quelques extraits de la préface. Ici, c'est déjà l'essai de Nathalie Sarraute, un essai plutôt théorique sur les nouveaux romans. Pour ceux et celles qui ont... Là, je ne me souviens pas si je partageais avec les étudiants faisant la dissertation sur la jalousie un article d'une chercheuse qui s'appelle Galia Janoszewski, de l'ère du soupçon pour un nouveau roman, de la rhétorique des profondeurs à la rhétorique des surfaces. Je me souviens d'avoir partagé cet article avec les étudiants peut-être de Panorama qui vont faire la dissertation sur Instantané, un autre livre de Alain Robbe-Grillet. Et c'est intéressant parce que Instantané, ce livre d'Alain Robbe-Grillet, il a une structure similaire à celle de Tropisme. Et pourquoi je parle de cet article de cette Galia Janoszewski, c'est parce qu'en fait, elle compare au niveau, je dirais, stylistique de Robbe-Grillet et Sarraute. Sarraute, elle est plus littéraire et Robbe-Grillet, il est un peu plus polémique, un peu plus rationnel peut-être dans sa façon d'exposer la théorie ou ses conceptions littéraires. Et par contre, ce qui est important à retenir, c'est que le livre de Nathalie Sarraute, L'ère du soupçon, a été publié en 1956 et le livre de Robbe-Grillet pour un nouveau roman en 1963, donc 7 ans plus tard. Mais tous les deux sont
l'ensemble de petits essais qui étaient publiés soit dans des magazines au grand public, soit dans le cas de Nathalie Sarraute, il me semble qu'elle a publié ses essais dans des revues spécialisées en littérature, et Rob Grillet a publié ses essais dans une magazine de grande circulation. Et dans cet article de Gallia, selon elle, elle montre que les idées de Rob Grillet sont à la base ou dans sa majorité retirées des idées de Nathalie Sarraute. Donc, Nathalie Sarraute, elle est plus originale au niveau de la présentation d'idées. Et les cas de Rob Grillet, il va développer d'une autre façon, peut-être à cause de son style polémique et de sa présence dans les médias. Alain Rob Grillet a projeté les idées du nouveau roman un peu plus que Nathalie Sarraute, mais Nathalie Sarraute, elle précède Alain Rob Grillet et elle est plus originale que lui. D'accord? Donc, cela dit, je vais faire un parcours ou un survol de ce livre ou de certains extraits de L'ère du soupçon de Nathalie Sarraute. Et donc, c'est intéressant ici parce qu'elle utilise cette expression pour expérience de laboratoire au niveau de l'écriture littéraire. Écriture à expérience de laboratoire parce que, comme je vous ai dit, il s'agit d'expérience. C'est un mouvement conscient de recherche des procédures littéraires. D'accord? Et avançons ici. Voilà. Elle dira ici tout en bas, mon premier livre contenait en germe, son premier livre, c'est Tropisme, tout ce que, dans mes ouvrages suivants, je n'ai cessé de développer. Les tropismes ont continué à être la substance vivante de tous mes livres. Seulement, ils se sont déployés davantage. L'action dramatique qu'ils constituent s'est allongée et aussi s'est compliqué ce jeu constant entre eux et ses apparences, ces lieux communs sur lesquels ils débouchent au dehors. Nos conversations, le caractère que nous paraissons avoir, ces personnages que nous sommes les uns aux yeux des autres, les sentiments convenus que nous croyons éprouver et ceux que nous décelons chez autrui et cette action dramatique superficielle constituée par l'intrigue qui n'est qu'une grille conventionnelle que nous appliquons sur la vie. Ce qu'il faut retenir peut-être de cet extrait, c'est cette idée de grille conventionnelle que nous appliquons sur la vie. Parce que en fait, c'est comme si, surtout, on va utiliser ici, je ne vais pas parler d'autres écrivains de ce mouvement, mais surtout les cas de Rob Grillet et Nathalie Sarraute, comment ils mettent en question certaines conventions littéraires qui étaient existantes. On parle assez souvent que les romans modernes, surtout en France, il a été développé au XIXe siècle. Donc, à partir de Stendhal, Balzac, Flaubert, entre autres, nous avons cette composition, cette définition du roman traditionnel comme nous le connaissons aujourd'hui, avec un narrateur, un personnage, ces éléments structuraux dont je vous ai parlé. Et en fait, Nathalie Sarraute, lectrice, en raison de la lecture de certains écrivains comme Proust, Virginia Woolf, James Joyce, William Faulkner, elle commence à penser à ces éléments-là. Et c'est intéressant, il y a un extrait, peut-être on y arrivera, de Rob Grillet.
si je ne me trompe pas, de Rob Grillet, qui fait une critique au contexte français, parce que, d'une certaine façon, c'est comme si, avant les nouveaux romans, la France était totalement, ou les romans français étaient en quelque sorte insensibles aux nouveautés apportées par des écrivains tels comme Joyce, Virginia Woolf, Faulkner, etc. Et c'est ces écrivains, en quelque sorte, du nouveau roman qui vont apporter ces changements au niveau de la littérature ou du roman français. D'accord? Évidemment que parce que là, il faut aussi avoir conscience que on travaille avec les discours de Nathalie Sarraute et de Rob Grillet. Et pourquoi je le dis? Parce que dès qu'ils appartiennent à un mouvement, ou dès qu'ils fondent un mouvement, ça arrive assez souvent, n'importe quel mouvement et quel moment de l'histoire littéraire ou historique. Dès qu'on fonde un mouvement, on va essayer de diffuser l'idée, faire une espèce de publicité qui montre un avant la fondation du mouvement et un après les changements provoqués par le mouvement. Par contre, parce que là, comme je vous ai dit, on parle d'un mouvement des années 50-60 en France. Et ils vont dire qu'ils ont provoqué un changement ou ils ont assimilé quelques transformations qui existaient déjà dans les romans anglais et américains. Par contre, si on vérifie l'histoire du roman français, nous avons Proust, nous avons Céline, nous avons La nausée de Sartre, qui ont quand même provoqué un changement ou ont apporté des innovations à la littérature française. Peut-être pas au niveau du personnage, comme il propose ici, parce que, évidemment, les nouveaux romans aussi ont ses propres créations, nouveautés, etc. Mais ils vont essayer quand même d'effacer les transformations précédentes pour mettre en évidence les transformations qu'ils ont réussi à faire. D'accord? Donc, c'est important de connaître les discours de ces écrivains sur leur théorie, sur leur mouvement, mais aussi il faut prendre les distances pour comprendre ce qu'ils disent dans un contexte plus large. Okay? Donc, avançons ici. L'ère du soupçon, ce qu'elle appelle l'ère du soupçon, c'est ces moments de transition dans lesquels elle appartient. Et voyons ici l'anonymat du personnage qui était pour moi une nécessité que je m'efforçais de défendre, semble aujourd'hui de règle pour tous les jeunes romanciers. Donc, l'anonymat du personnage. Je vous ai dit que dans les livres Tropisme, les personnages n'auront pas de nom. N'est-ce pas? Il faut ajouter à cet ensemble d'écrivains novateurs Kafka. Et c'est intéressant parce qu'elle met, ou elle parle à un moment donné, de ce personnage de Kafka qui s'appelle K. Point. Et il faut, évidemment, pour ceux et celles qui font la dissertation sur la jalousie, le personnage A. Point du livre aussi. Donc, vous voyez que Rob Grillet, quand il crée le personnage de A, il n'est pas novateur du tout. Peut-être la description, la circularité du récit, etc., ou la composition, de manière générale, oui, mais par exemple, le fait de nommer un personnage avec la initiale, ce n'est pas nouveau du tout. Kafka l'avait déjà fait avant. D'accord? Voyons encore, je fais attention au temps ici. Non, ça va. Et je ne vais pas parler, 2 secondes, je vais pas parler de cet essai de Dostoïevski à Kafka.
mais de l'ère du soupçon. Voyons ici. Oui. Voilà. Donc, je vais lire cet extrait-là. Une histoire où l'on voit agir et vivre des personnages qu'un romancier n'est digne de ce nom que s'il est capable de croire à ces personnages, ce qui lui permet de les rendre vivants et de leur donner une épaisseur romanesque, uma espessura romanesca, né? Ils ont beau distribuer sans compter les éloges à ceux qui savent encore, comme Balzac ou Flaubert, camper, c'est-à-dire construire un personnage ou situer un personnage de roman et ajouter une inoubliable figure aux figures inoubliables dont on peuplait notre univers tant de maîtres illustres. Donc ici, ce qu'elle parle, c'est un peu ce que les critiques attendent ou espèrent des écrivains encore aujourd'hui, c'est-à-dire un peu plus d'un siècle après Balzac et Flaubert, n'est-ce pas? Et cette idée de camper un héros du roman, je voudrais utiliser cette image qu'elle apporte ici pour vous montrer comment ça se passe dans Balzac ou chez Balzac, dans un roman plutôt traditionnel. Donc, je m'arrête là. Je vais revenir au texte de Nathalie Sarraute ensuite, mais je voudrais vous montrer comment ça se passe dans le livre Le Père Goriot de Balzac. Donc, 2 secondes. Voilà. Voilà. Je vais prendre juste le début du livre ici. Donc, vous avez la première page du roman Le Père Goriot. Ça commence ici au grand et illustre Geoffroy Saint-Hilaire, comme un témoignage d'admiration de ses travaux et de son génie de Balzac. Et ça commence ici. Madame Vauquet. Madame Vauquet, c'est la patronne ou la propriétaire de cette pension dans laquelle l'histoire du Père Goriot va se situer. C'est une espèce de pension dans laquelle vivent le Père Goriot, ce personnage qui donne titre au roman, et d'autres personnages, comme Rastignac, qui est le personnage principal de ce roman. Mais voyons ici. Et donc, je change l'outil ici. Voilà, donc nous avons, les romans commencent déjà avec Madame Vauquet. Et au contraire d'autres romanciers, Balzac, assez souvent, il fait ce qu'on appelle un portrait des personnages. Il va décrire les personnages avant de le mettre en scène. Donc, nous avons un portrait, une description du personnage. Le personnage, et comme ça, nous savons plus ou moins, nous avons une expectative du comportement moral de ce personnage. Ça, c'est important. D'une certaine façon, il nous donne un profil psychologique, moral et psychologique, en quelque sorte, de ces personnages.
Et Madame Vauquier n'est pas un personnage principal du roman. Mais voyons ici pour ne pas trop chercher. Donc, Madame Vauquier, née des Conflans, est une vieille femme qui, depuis 40 ans, tient à Paris une pension bourgeoise établie rue Neuve Sainte-Geneviève, entre les quartiers latins et les faubourgs Saint-Marceau. Cette pension, et il va parler de la pension maintenant, cette pension connue sous les noms de la maison Vauquier, admet également des hommes et des femmes, des jeunes gens et des vieillards, sans que jamais la médisance ait attaqué les mœurs de ce respectable établissement. Mais aussi depuis 30 ans, ne s'y était-il jamais vu des jeunes personnes et pour qu'un jeune homme y demeure, sa famille doit-elle lui faire une bien maigre pension. Quoi d'autre? Voyons ici, parce qu'en fait, il va commencer à parler de la pension. Ici, dans ces cas, mais déjà, ouais, je ne vais pas trop chercher, mais vous voyez que nous avons ici, jusqu'ici, une espèce de description déjà de la personnage. Je ne vais pas chercher un peu plus ici. Je vais juste voir si... parce qu'après, il va faire une longue description de la maison, de cette maison Vauquier, la pension de Madame Vauquier. Et puis, voyons ici. Encore une fois, le chat. Ouais, je pas vérifié vraiment parce que surtout le personnage principal, Rastignac, je pensais que c'était déjà souligné ici dans les romans. Je vais faire une recherche pour jeudi et je vous montre ça en détail, le personnage principal en fait. Parce que le roman, il a comme titre le père Goriot, mais le père Goriot, il reste quand même un personnage secondaire. Le personnage principal, c'est le personnage de Rastignac, qui va essayer de se marier avec une des filles du père Goriot. Et comme ça, je vous montre un peu plus en détail le profil ou les portraits de certains personnages, comment ils sont décrits de cette manière, comme un portrait même. D'accord? Et donc, voyons ici, pardon, il y a un bruit ici de perceuse. Ouais, pardon. Voilà, c'est déjà fini. Oui. 2 secondes ici. Oui, oui, ici, cet extrait il est intéressant parce qu'elle dira ici, Nathalie Sarraute, ici c'est l'essai, L'ère du soupçon de Nathalie Sarraute. Il y a un essai qui s'appelle L'ère du soupçon et le livre aussi a comme titre L'ère du soupçon. Et c'est intéressant parce qu'en parlant du personnage, elle dira ici, et combien faudrait-il des romans, des personnages, des situations et d'intrigues pour fournir au lecteur une matière qui égalerait en richesse et en subtilité celle qu'offre à sa curiosité et à sa réflexion une monographie bien faite. Et puis elle continue, c'est donc pour des très saines raisons que les lecteurs préfèrent aujourd'hui les documents vécus ou du moins ce qui en a la rassurante apparence au roman.
Ici, c'est intéressant, je vais... Est-ce que ça vous dérange, le bruit qui est au fond de la perceuse? Non, ça va. D'accord, maintenant c'est arrêté. Et là, je finis, je vais terminer le cours d'aujourd'hui avec cette réflexion. Ce qu'elle dit ici, c'est donc pour de très saines raisons que les lecteurs préfèrent aujourd'hui les documents vécus aux romans. Et elle parle juste avant de cette monographie bien faite. Et c'est intéressant parce que il y a un petit livre, une édition brésilienne, qui s'appelle Le Personnage, dans lequel il y a un chapitre de Antônio Cândido, sur les personnages des romans. Et c'est intéressant parce qu'il va reprendre une certaine théorie autour de la composition et de la définition du personnage, avec certains concepts comme des personnages ronds ou sphériques, pour parler des personnages qui ont une profondeur psychologique, ou des personnages plats, c'est-à-dire des personnages qui n'ont pas de profondeur, etc. Et dans sa conception, dans la conception à Antônio Cândido sur les personnages, ces personnages, ils ont en fait, l'écrivain les compose avec peu d'éléments et c'est au lecteur de lier ces éléments, ces composants du personnage pour avoir une idée d'un être à part entière, n'est-ce pas? Et par contre, l'opinion d'Antônio Cândido, c'est que ça fait la richesse de la littérature. Et il dit que la littérature, la composition, je veux dire, la manière d'être de la littérature, c'est de composer des personnages à partir de peu d'éléments. Donc, c'est-à-dire, il y a des lacunes, il y a des espaces vides dans la description du personnage que nous, en tant que lecteurs, on construit avec le narrateur, avec l'écrivain, en fait. Et pourquoi je parle d'Antônio Cândido? Parce qu'il dit que si un écrivain, n'importe lequel, décrivait ces personnages à l'exhaustion, c'est-à-dire à la fatigue, avec une richesse incroyable de détails, il retomberait dans une monographie et ce sera pas du tout intéressant au niveau du roman. Donc c'est intéressant parce que Antônio Cândido condamne cette idée d'une monographie bien faite autour d'un personnage, et Nathalie Sarraute, en quelque sorte, c'est pas qu'elle défend cette idée de monographie bien faite, mais elle dit que d'une certaine façon, les lecteurs à son époque, aux années 50-60, ils préféraient, il me semble, un document vécu, c'est-à-dire la description d'un personnage peut-être vivant, réellement vivant, qu'un personnage fictif en quelque sorte. Parce que le personnage fictif, il sera toujours, pour utiliser une expression un peu paradoxale, le personnage des romans, il est comblé de vide. Je le dis en portugais, il seria, como eu posso dizer, comblé, preenchido de vazios, en quelque sorte. Et c'est à nous, en tant que lecteurs, d'aider l'écrivain à composer ou à remplir ces espaces vides de la description des personnages. Et la particularité ici du nouveau roman, c'est celle-là. C'est une espèce de décomposition des éléments traditionnels qui composent, qui structurent les personnages traditionnels. Et donc, il est déjà 10 heures. Je m'arrête là aujourd'hui.
Mais on continue jeudi avec cette discussion. Je vais finir la discussion. Je vais vous apporter encore des extraits pour un nouveau roman d'Alain Robbe-Grillet. Et on va lire ensemble d'autres extraits de tropisme. Et je vais aussi, d'une certaine façon, définir un peu plus clairement l'idée de tropisme chez Nathalie Sarraute. Parce que c'est un terme qu'elle utilise de la biologie et qui vont, d'une certaine façon, inspirer la composition de ces textes et de sa littérature, même après, parce qu'elle continue de parler de tropisme, même après, dans les publications postérieures. D'accord? Est-ce que vous avez encore des questions par rapport à cette discussion d'aujourd'hui? Ou sinon, je vous invite, si possible, à essayer de jeter un coup d'œil sur quelques-unes de ces histoires du livre, je ne vais pas l'appeler un roman, du livre Tropisme de Nathalie Sarraute, pour jeudi. D'accord? Essayez de jeter un coup d'œil, de survoler le livre, c'est facile. Et sinon, est-ce que vous avez des questions ou ça va? Ça va. Ça va. Ok. Donc, voilà, je vous remercie pour votre attention. Et on se revoit jeudi à 8h, comme d'habitude. Et la semaine prochaine sera notre dernier cours, jeudi, la semaine prochaine, sur Annie Ernaux, l'événement. D'accord? Donc, je renforce ici, je vois qu'il y a plus de gens qu'au début du cours. Donc, jeudi, on finit la discussion sur les nouveaux romans et tropisme. Et la semaine prochaine, on va discuter l'événement d'Annie Ernaux. Et comme je vous ai dit, les livres de Nathalie Sarraute est un livre fragmentaire et c'est acceptable de ne pas le lire entièrement. Mais les livres d'Annie Ernaux, il faut les lire, il faut faire l'effort de les lire tout entier pour la semaine prochaine. Et comme je vous ai dit, c'est un livre de 60 pages, donc vous le lisez rapidement. D'accord? Et c'est très prenant comme récit. D'accord? D'accord, donc je vous dis merci et au revoir et à jeudi. Ça va? À jeudi. À jeudi, au revoir. À jeudi, Merci, au revoir. au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.